après une journée de même, où ce que vous avez eu de l'information, on vient qu'on fait comme de l'overload d'informations. Puis le problème, il y en a deux. Le premier, c'est que je suis la seule chose qui se tient entre vous puis le 5 à 7. Donc, je vous comprends d'avoir hâte. En même temps, il y a un problème, c'est que comme vous avez eu de l'information, comme je disais, vous avez été filé, je dirais même bourré d'informations, depuis 2 jours pour plusieurs, ça signifie que la quantité de sang est plus importante dans le bas de la ceinture. Puis que le cerveau, il manque d'irrigation. Fait que j'ai besoin du son. Sur plus de 22 études spécialisées sur le sujet, plus de la moitié montraient un effet positif du chewing gum. On télé. Ceux qui veulent danser, gênez-vous pas, là. Alors, on va vous passer de la gomme. D'habitude, c'est impoli en public de mâcher de la gomme. Je vais vous demander d'en mâcher. Les études ont montré que si vous faites mastiquer, ça fait circuler le sang. Vous allez réapprovisionner votre cerveau en sang. Puis il y a des petites chances que vous m'écoutiez jusqu'à la fin. Bon, maintenant qu'on commence à se réveiller un peu, on peut commencer. Là, je vais avoir besoin que vous participiez, ça va vous garder un peu plus réveillé en mâchant de la gomme. Vous avez le droit de faire 2 choses en même temps. Hein? Répondre à mes questions en mâchant. Je vous donne la permission. Quand est-ce que ça débute la fiabilisation d'un équipement? Parle fort. Dès l'achat. OK. D'autres réponses? Dans la conception. OK. D'autres réponses? Dans les appels de service? Vous avez toute raison. Quels sont les facteurs qui vont affecter la fiabilité lors de la conception en question ou de l'achat? Pardon? De ne pas écouter les utilisateurs. Pas écouter les utilisateurs. OK? Je retiens celle-là. Un autre. Pas conçu pour l'application. OK? Un autre. Pas équipé avec des instruments de mesure. OK? D'autres choses? Les utilisateurs ne s'en occupent pas? Plus fort. Le budget est coupé. OK? Alors, vous êtes bon? Franchement, je suis impressionné. D'abord, je vais vous le résumer ce qu'on vient de dire. La gestion. Je l'ai vécu. Je pense que plusieurs d'entre vous, d'après ce que j'entends, l'ont vécu. Il faut faire passer le projet. On a déjà entendu ça. Puis pour qu'il passe, il ne faut pas qu'il coûte trop cher. OK? Donc, on va couper. Donc, ça, c'est un des facteurs. Il faut que ce soit le moins cher possible pour maximiser leur ROI. Levez la main, ceux qui ont déjà vécu une situation de même. Oh, quand même. Il y en a quelques-uns qui sont chanceux, ils ont tout l'argent qu'ils veulent. Ils ne lèvent pas la main. Les achats, ça a été mentionné. Ils veulent démontrer qu'ils sont bons. Bon, 2 mots. Ils veulent montrer qu'ils vont avoir le meilleur coût possible. Ils ne différencient pas entre la qualité et la durée de vie. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous passe quelque chose qui est qualité commerciale au lieu d'être industriel? Levez la main, celui-là que c'est déjà arrivé? Ah, quand même. Les projets. Hey, j'ai failli tomber de ma chaise. Un moment donné, on me dit, vous savez, une grosse usine, là, les instructions de l'ingénierie, c'est de faire les calculs. Vous savez, les ingénieurs font des calculs pour 15 ans. Sauf que la direction s'attend à ce que l'usine en question dure 50 ans. Ce n'est pas la même chose du tout, là. Là, on a 3 manches contre nous autres, là, en partant. Il y en a un qui l'a mentionné, le minimum d'implication des gens de l'opération ou de la maintenance qui connaissent ça. Alors, je vais vous faire un témoignage personnel quand j'étais jeune ingénieur.
je me suis fait tasser carrément d'un projet. C'était de la tuyauterie, c'était fait d'une usine d'acide. Puis nous autres, on disait, dans l'acide sulfurique chaude, dans la vieille usine, là, nous autres, c'est soit de l'acétolol ici ou du stainless 316. Mais les gens de projet, pour sauver des coûts, etc., ils disaient, non, quand je regarde dans les chartes, là, on va prendre du PVC à haut grade, ça va faire pareil. Puis ça coûte pas mal moins cher. Non. Mais voyez-vous, quand j'étais jeune, j'étais plutôt ostineux. J'étais plutôt, comme on dit, opiniâtre, là. Fait que je me suis fait carrément tasser. Il y en a-t-il qui devinent ce qui est arrivé après? Ben ouais, c'est ça, Luc. Tu as raison. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont fait comme ils voulaient. Ça cassait tout bord, tout côté. Ils ont trouvé d'en mettre pareil de l'acétolol. Ben, qui c'est qui a vécu quelque chose d'aussi bête que ça? Je ne suis pas le seul à avoir une expérience de même, là, mais je crois. Ah, là, tu l'as vécu. Ah oui. As-tu d'autres par là? Non? Si vous ne l'avez pas vécu, vous êtes chanceux de ne vous être fait tasser parce que vous disiez que vous pensiez que ça ne marchait pas. Donc, on en vient avec la durée de vie de l'équipement. Conception de l'ingénierie. OK. Peut-être les jeunes le savent moins, mais dans les calculs, on calcule, je vais parler au passé parce que moi, je fais partie du passé, on calculait les facteurs de sécurité. Qui c'est qui connaissait les facteurs de sécurité dans la conception? OK, il y a quelques-uns, je ne suis pas tout seul. Je me sens moins seul, surtout ce côté-là de la salle. Je regarde mon chum Luc, puis j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. Plus de tête blanche qui dit. Là-bas, c'est les plus jeunes. Facteur de sécurité, je vais résumer pour ceux qui savent moins, c'est qu'on fait un calcul, bien fait, puis après ça, on la laisse donner une marge pour être sûr que ça soit résistant. Fait qu'autrefois, moi, quand j'ai fait mon cours d'ingénierie en électrique, on regardait comment calculer un transformateur. Puis le professeur, je me souviens très bien dans la classe, il disait, le plus que vous mettez de métal, le moins ça chauffe, puis plus ça dure longtemps. Fait qu'à l'époque, les transformateurs, il n'y a pas de surprise, ils duraient au moins 50 ans. Après ça, les ordinateurs sont arrivés, beaucoup plus performants. Ils ont réussi, après ça, on réussi à calculer, puis à optimiser, puis à faire beaucoup plus tête. Fait que maintenant, l'optimisation d'ordinateur nous donne des transformateurs, comme je le disais tantôt, qui sont bons pour 10 à 15 ans. Fait qu'ils coûtent moins cher, sont plus efficaces, coûtent moins cher en énergie, puis ils prennent moins d'espace. Fait que quand on a des... Comme moi, j'étais à Alcan, on avait des vieux transformateurs, il fallait les remplacer avec des plus récents. Ils coûtaient pas mal moins cher que si on avait acheté comme avant avec beaucoup de fer. Mais en même temps, bien, on a eu quelques surprises. Je pourrais vous en compter une couple là, qui brisait quasiment à l'installation. Là. Et on en vient à quelque chose qui est encore plus amusante, l'obsolescence programmée. Qui c'est qui a entendu parler de l'obsolescence programmée? Levez la main. Vous n'avez rien fait. Vous ne connaissez pas ça? Lève jamais la main, lui. C'est pour ça qu'on est ici. Ah, OK, d'abord. Il dit c'est pour ça qu'il est ici. On a vu un peu de statistiques un matin, puis c'est dans le même esprit. Qui c'est qui est au courant de ce qui est arrivé au premier globe que Thomas Edison a fait? Levez la main. Y a-t-il quelqu'un? Au-dessus de 100 ans, il a fait le premier globe. Qu'est-ce qui est arrivé? Il marche encore. Oh, oui, il marche. Il n'est pas arrêté. Ah, ben là, tu arrives à ma citation de la fin. On est rendu à la fin, là. Moi, j'adore Thomas Edison parce qu'il disait toujours, j'ai trouvé 999 façons qui ne marchent pas. Mais il y en a une qui marchait. Mais celle-là qui a marché, elle marche encore. Qui c'est qui peut se vanter qu'il y a un globe électrique qui marche en temps et plus? C'est parce que la compagnie Philips, durant la guerre, avait décidé de voir que ça ne se vend pas. Il reste tout le temps. Ils ont dit, on va regarder comment on peut faire pour avoir un élément qui ne durerait pas aussi longtemps que ça. Puis là, en rentrant les statistiques, ils étaient capables de calculer le nombre d'heures. Il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question, comment ils peuvent dire que ça fait 2000 heures, un globe ou 1000 heures? C'est parce qu'il est fait pour ça. Plus ou moins, avec les statistiques, plus ou moins tant d'heures. Mais ça c'était au début, dans les années 40-50, mais ça s'est développé. Puis là, c'est quasiment partout. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu parler du life cycle cost, du coût de cycle de vie? Non, là, réponds pas, je sais. 2 là-bas, OK. Encore les têtes grises. OK, quelques-uns là-bas. Bon, c'est pas pire. OK, des gens qui ont un peu d'expérience. Le life cycle cost, c'est quand on achète un équipement,
on ne fait pas juste regarder, quand on va faire le retour sur investissement pour le projet, les bénéfices des opérations puis le coût d'achat. On va regarder qu'est-ce que ça coûte à entretenir aussi dans le temps. Ah, là, ça change la game complètement parce qu'il faut rentrer les coûts avec la fiabilité qu'il y a avec. Fait que s'il a été designé pour tous les facteurs qu'on a dit tantôt, puis on s'attend à avoir des défaillances, des préventifs, etc., on input ça dans notre calcul du cash flow pour être capable d'avoir une valeur réelle, incluant tous les risques de maintenance. Comment on pourrait améliorer la durée de vie? C'est là qu'on sait qu'on se fait avoir, on va le dire de même. Les équipements, conception, achat, etc., on sait que de plus en plus, on va les avoir, ils ne durent pas la durée qu'ils devraient durer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour améliorer la durée de vie? Suggestion? Améliorer le point faible. Comment on fait ça, améliorer le point faible? Wow! 100 Un autre? Avoir des maintenances pour pouvoir le voir venir le problème, s'il y en a un, on va au moins pouvoir le détecter et le réparer avant qu'il nous fasse des pertes de production. OK. Y a-t-il d'autres choses? Formation. Pour être sûr qu'il l'opère comme il faut. On le maintient comme il faut. D'autres choses? On lui donne beaucoup d'amour. Je pense que je vais faire un concours. La salle côté gauche, la salle côté droite. Vous autres, vous allez perdre. Personne ne lève la main. Les outils qu'on a vus aujourd'hui, on a vu un paquet en fiabilité, en planification, etc. Ils peuvent-ils nous aider à augmenter la durée de vie? Puis tantôt, tu as quasiment donné la réponse. Comment? Pardon? L'ingénierie inversée, OK. L'ingénierie fiabilité qu'on appelle, OK. Puis l'autre, on en a parlé aussi, des préventifs. Ça, c'est une étude que j'ai faite sur plusieurs sites sur une dizaine d'années. La réalité, là, quand on faisait les chiffres, là, quand on mettait ça dans le graphique, c'est un paquet de points, c'est un nuage de points. Je ne vous le cache pas tout de suite. Là. Vous avez la version améliorée, là, avec une corrélation régressée. La question, c'était, y a-t-il une corrélation entre le préventif qu'on fait puis les résultats, que ce soit les coûts des coûts ou que ce soit les pertes de production, etc. Savez-vous la première chose que j'ai trouvée par rapport au préventif? Je vais te parler, il ne veut pas lever la main, moi, je vais le faire parler. Dis n'importe quoi. C'est le nombre d'heures que vous mettez sur le préventif? Oui. Y a-t-il un impact? Ben oui, plus que tu le vérifies avec une bonne fréquence, faire la bonne action au bon moment, tu vas diminuer tes pertes. Plus je le vérifie, plus je vais diminuer mes pertes. Mais là, ça, c'est ce qu'on pense, intuitivement. Tu as raison. Sauf que la réalité n'est pas ça du tout. Désolé. La réalité que j'ai trouvée, c'est que, prenez un exemple. Votre filtre à l'huile. On a parlé un petit peu aujourd'hui avec les filtres à l'huile sur les camions, là, dans les mines. Quand même qu'on le change tous les jours, le véhicule n'est pas plus fiable, souvent on rentre une autre défaillance. Donc, mon nuage de points que j'avais avec le préventif par rapport aux conséquences, je n'ai jamais réussi à le corréler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il y a un minimum à un moment donné qu'on atteint, puis c'est là qu'il faut chercher l'optimal. C'est ça qu'on voyait les méthodes qui ont été vues aujourd'hui. Mais ce que j'ai trouvé, par exemple, qui est intéressant, c'est que le prédictif, il y a un impact direct. Puis quand on y pense, ça fait du sens. On va aller détecter le mode de défaillance qui va nous dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Qui c'est qui est familier avec les courbes PF ici? OK, pas pire. Bon, là, ils ne connaissent rien. Fait que sur la courbe PF, ce que ça nous dit, c'est quand est-ce qu'il y a la défaillance. Fait que si on la trouve assez tôt avec une bonne méthode conditionnelle sur le mode de défaillance, on est capable de l'anticiper et de planifier le travail. C'est quoi qu'on remarque sur ces courbes-là? Il y a des choses qui sont apparues comme étranges un peu. Il a fallu creuser un peu. Asseyez-vous. Je voudrais une réponse de bord-là pour faire changement. Quelqu'un? Ah, ils sont fatigués, eux autres. La journée, ils les ont rentrés dans le corps pour de vrai. Je pense que je vais les faire danser. Il faut savoir y réveiller.
Quelqu'un? Ah oui. La bande passante min-max. Elle ne va pas jusqu'en bas, hein? Oui, oui, oui. Ça, c'est la courbe. Quand on regarde la courbe là, de la variation, c'est l'intérieur. Mettons 80 des données, 90 des données étaient dans cette zone-là. Mais la chose à remarquer qui est. Ça marche-tu, ça? Oui. Regardez ici au bout. Ça n'arrive pas à zéro. Ça, c'est étrange. On aurait pensé qu'à un moment donné, on aurait arrivé que le prédictif aurait marché à tour de bras. Mais à un moment donné, non. Ça a comme une limite. Fait que, première chose, il y a une précorrélation. Ça, on l'apprend. Mais il n'explique pas tout. Puis c'est là qu'on rentre avec monsieur là-bas. Sinon, c'est quoi? Frédéric disait, on va refaire la fiabilisation. On va chercher c'est quoi le mode de défaillance, puis on va le corriger. On va trouver la faiblesse qu'il y a, on va le corriger. C'est ça? Absolument. On appelle ça communément de l'ingénierie de fiabilisation. Là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un site. C'est vraiment une défaillance réelle qui est arrivée. OK? C'est pour vous montrer que des fois, l'ingénierie de fiabilisation, c'est aussi pour trouver qu'est-ce qui peut emmener ça. C'est arrivé cette année, dans le courant de l'année. CO2. En fait, c'est une usine de bouilloire. On n'est pas loin. Je vous ferai l'histoire. À part de la session dessus, je vous conterai l'histoire. On améliore l'équipement pour éliminer la cause. C'est ça l'idée, avec l'ingénierie fiabilisation. L'autre aspect, c'est les stratégies d'équipement. La maintenance conditionnelle, c'en est une, mais ce n'est pas la seule. Donc là, on va parler de maintenance conditionnelle. Comment est-ce qu'on fait ça, l'ingénierie de fiabilisation? Vous emmenez un cas que j'ai coaché dans les derniers temps. Ça, c'est une ligne de production qui est réelle. Si je vous disais qu'est-ce qu'ils font, sur l'étude, c'est qui? Fait que fiez-vous à moi, ils font de la production de manufacturiers. Le principal problème, il y avait du rejet énormément. Fait que le waste qu'ils appellent, là, il y en avait beaucoup. Fait que ça coûtait très cher. Ils vendent pas c'est du produit qu'ils ne vendent pas. Donc, la première chose, il y en avait 9 lignes de production. Alors, je me suis entendu avec le directeur du site. Il dit, écoute, là, vous tirez partout à U et ailleurs, là. On va concentrer les efforts sur une. C'est laquelle qui fait le plus mal? Il dit celle-là. On a pris celle-là, j'ai dit au gars d'entretien, au directeur d'entretien, là, les 2-3 prochaines semaines, on montait là à niveau. Parce que quand on se promenait dessus, on voyait du tape, on voyait de la broche à foin, littéralement, là, des équipements qui se promenaient de main. Mettez-la en ordre, là. On va commencer par là. Mettez-moi là à niveau. Fait que là, il y a technicien est allé avec le planificateur. Ils ont fait le tour. Ils ont regardé les pièces qui manquaient. Puis là, le planificateur, j'avais dit, toi, tu vas planifier le travail. On va arrêter on va s'entendre l'opération, d'arrêter la machine. Dans le cas, ce qu'ils faisaient leurs affaires, c'était vendredi, samedi. Les gars d'entretien vont rentrer. Mais s'ils viennent, là, je veux absolument que s'ils font un travail, il y ait toutes les pièces qu'il leur faut. Oh, on n'a pas tout ça. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire une inspection. Vous allez le faire le tour avec les techniciens puis toi. Prenez en note ce que vous avez. Ceux que vous avez les pièces, eux autres, planifiez-les. Il a fallu 2 arrêts comme ça. Parce qu'évidemment, ils ont fait ce qu'ils ont pu en premier arrêt. Mais là, il y en avait qui n'avaient pas les pièces. Il a fallu qu'ils aillent chercher. La fois suivante, il y avait les pièces. Il a fait ce qui restait. Bon, OK. Au moins, elle est à niveau. Déjà là, on voyait apparaître une petite différence dans les défaillances qu'il y avait. 2. Bon, c'est ça que je disais. Deuxième, puis là, j'ai un autre exemple pour vous. C'est un autre de mes clients. Un ingénieur avec planificateur, ils ont été faire un tour, c'est des convoyeurs qu'on voit à Courroie, puis ils ont fait le tour. Ils ont pris des photos, eux autres. Puis ils ont fait un petit pareto pour savoir c'est quoi qui arrivait le plus souvent, les problèmes. Puis là, on s'est donné un temps pour qu'ils leur remettent à niveau. Ça vous donne une autre manière de le faire. Deuxième étape. Là, il faut définir quand on regarde l'organisation, c'est quoi les efforts payants? Par où on commence? Parce que là, soit que c'est une ligne de production ou c'est une usine. À ce moment-là, on peut, comme je disais tantôt, il ne faut pas tirer partout. Là. Fait que même sur une ligne de production, où c'est qu'on commence? Là,
On l'a vu un peu dans quelques exemples aujourd'hui de collègues. Moi, je suis un partisan, on va faire un Pareto des pertes. On saura par où commencer. Ça, c'est un exemple réel d'un site que je coach mensuellement, hebdomadairement, depuis 3 ans. Puis, on identifie sur le Pareto, c'est quoi les équipements qui font le plus mal. Dans ce cas-là, eux autres, c'est assez gros quand même. Il y a un Pareto sur 12 mois qui roule, 9 mois, 6 mois, 3 mois. Puis quand on prend un problème, fiabilise avec une méthode de résolution de problème et une équipe opérateur-mainteneur et des fois manufacturiers, on a vu ça aussi dans certains de nos collègues aujourd'hui, va régler le problème, va trouver la cause fondamentale de la faiblesse. C'est exactement ça. Une fois qu'il l'a trouvé, règle le problème. Ils vont faire des actions. Puis un petit message pour vous autres, là. Mon vécu sur plusieurs années, souvent, ça ne demande pas de gros capitaux. Fait que si les gens ils viennent tout de suite en disant « Ah, il faut 50 000 ou 100 000 », êtes-vous sûr d'avoir vraiment creusé au fond? Bien souvent, c'est des choses plutôt banales. Mais ça arrive qu'il faut un investissement. Puis quand le problème est réglé, ce qu'on voit avec les mois qui passent, c'est que le problème se déplace. Il tasse. Puis à un moment donné, il se ramasse, il sort du radar. Puis la manière, dans ce cas-là, d'exemple, c'est une grosse usine, comme je disais, en Afrique du Sud. Eux autres, ce que je leur fais faire une fois par mois, il y a une rencontre avec le directeur général, chef d'opération, les managers, opération entretien et les ingénieurs fiabilistes. Puis chaque secteur rapporte comment ils vont. Fait qu'il faut avoir les clés là-dedans. La direction de la maintenance et de l'opération, parce que quand on va vouloir avoir des mainteneurs et des mécaniciens pour aller faire l'exercice de résolution de problèmes, eux autres, le job, je l'ai mis clair, c'est de s'assurer qu'ils enlèvent les barrières, que ces ressources-là vont être disponibles. Il faut qu'ils achètent. Mais leurs intérêts, eux autres, c'est de voir le Pareto qui diminue. Là. Puis à côté, il y a un autre graphique que vous n'avez pas là. On voit la disponibilité de l'équipement qui monte. OK, avec les mois. Donc, l'importance de l'engagement des gestionnaires pour que vous ayez les ressources nécessaires, humaines ou financières, ou même juste avoir l'équipement disponible quand vous en avez besoin. Comme je disais tantôt, la ligne de production, il faut l'arrêter. Lève l'hélicoptère. Ça, c'est une affaire que souvent j'ai à faire avec les gestionnaires. Chacun à son niveau de travail. Il n'y a rien de pire qu'un DG qui essaie de travailler au niveau du plancher. Parce que pendant ce temps-là, les gens de plancher, bien, ils laissent faire. OK? Garder le momentum, c'est une des jobs des dirigeants. Excusez, mauvais piton. Puis concentre sur ce qui fait le plus mal. Identifie et retire les blocages, comme je disais tantôt. J'ai fait ma réunion, mais il y avait 5 personnes qui ne sont pas venues. J'étais avec un. Ben, la prochaine fois, c'est sur toi qui va avoir tout le monde. On va m'assurer de ça, on va parler au gars de production. Mon surintendant. Troisième étape, on mobilise une équipe. On en a parlé depuis tantôt, multidisciplinaire. Pourquoi qu'on va avoir des opérateurs avec nous autres? Alors, vous autres, vous avez trop parlé, de ce côté-là. Pourquoi qu'on va avoir des opérateurs dans l'équipe? Pour voir la même chose. Pour ne pas voir la même chose, avoir le point de vue? Pour voir la même picture. Oui. À la fin, on va avoir la même conception, mais en amont, qu'est-ce qu'il apporte au... Il opère la machine. Ben, y a-t-il quelqu'un ici qui amène son auto au garage en disant « j'ai un problème » puis il s'en va? Vers la main. Tu fais ça, toi? Ah! Il dit, il veut montrer qu'il y a quelqu'un qui lève la main par là, mais il m'a répondu à la mauvaise question. On arrive là, on dit, la roue a fait quick, quick, quick. C'est vrai? OK? Puis, ce que ça nous donne, on va le prendre de même. Vous voyez le petit dessin en bas à droite? On peut avoir différentes perspectives, différents points de vue, puis c'est complète. On a raison, ils ont raison. Pas une question de s'assiner, ça se complète. Quatrième étape, on détermine les causes. Ça, vous en avez vu plusieurs aujourd'hui qui ont été proposées, je ne serai pas trop dans le détail. Ça, c'est un arbre des causes. Il a été donné des exemples, mais on peut faire les 5 pourquoi. OK? Y en a-t-il ici qui connaissent des méthodes de résolution de problèmes comme ça? OK? De ce bord-là? La main, il va falloir que je prenne un palan pour l'élever. Ah, ouais, Quel genre de méthode vous connaissez?
OK. Y en a-t-il d'autres que vous connaissez par là-bas? Je n'ai pas compris. Fishbone, OK. Y a-t-il d'autres méthodes que vous connaissez? 5e. 5 pourquoi? C'est ça? Oui, OK. OK. Kepner-Trigo, ça vous dit du quoi? Okay. C'est une autre méthode. Quand on fait n'importe quelle méthode, on va se ramasser avec des hypothèses que j'appelle. Ça a été vu aujourd'hui aussi avec certains des présentateurs. Nos hypothèses, il faut les vérifier pour savoir laquelle qui est la plus vraie. Puis là, il faut avoir un plan qu'on appelle un plan de vérification. Puis les hypothèses qui ne sont pas retenues, on les barre. Puis l'idéal, c'est quand on a une hypothèse qui a de l'air à tenir la route, là, puis on l'a vérifiée, on l'essaye. L'idéal, c'est de l'essayer. OK? J'avais un de mes clients qui avait un DOS collecteur qui ne marchait pas bien. Puis là, ils ont pensé pour les pulses, vous savez, les impulseurs, c'était peut-être un problème de pression du compresseur. OK? Bon. L'avez-vous essayé? Il y a le compresseur dessus. L'avez-vous essayé? Ils sont pris un compresseur, puis ils ont essayé, puis c'était pas ça le problème. Ils se sont aperçus que c'était pas ça. C'est que où ce qu'ils sont, c'est un milieu, l'atmosphère est humide, il y avait de l'eau dans l'air. L'assècheur d'air ne fournissait pas. Il ne faut pas sauter aux conclusions les plus immédiates. Il faut vérifier, il faut l'essayer. Quand on sait que c'est ça, vérifier, tester, là, on peut aller après ça à la solution. La deuxième grande approche, la première, c'est régler les problèmes inhérents, l'ingénierie fiabilité. La deuxième, c'est les stratégies d'équipement. Ça, vous en avez entendu parler, mais je vais le refaire rapidement. Il manque encore le son, boum, on va le faire moi-même. L'idée en dessous de ça, vous avez besoin de gens avec ou sans équipement qui aient wire. Vous avez compris? Wire. Il faut aller wire. Pour savoir ce qui se passe ou ce qui est rendu la mèche. Le problème il est rendu où? Fait que si on définit une stratégie, il faut qu'on ait wire. Donc, là, la question, c'est qu'on va se demander, c'est quoi la meilleure stratégie? C'est-tu un périodique, remplacement à temps fixe ou avec un compteur d'heures, quelque chose de même? Un préventif. Donc, on va par exemple, graisser. Ou du prédictif, avec une méthode de mesure de la maintenance conditionnelle. On vous a montré aujourd'hui, nos collègues d'ArcelorMittal. C'est ArcelorMittal. Anika Eagle, pardon, c'est mon erreur. Anika Eagle, merci, avait présenté leur méthode pour identifier les stratégies d'équipement. Excellent. C'est des RCM, c'est exactement ça. L'expérience qu'on a avec les RCM, c'est qu'il y a toute la partie statistique qui est quand même laborieuse. Puis, une chose qu'ils ont dit qui est importante aussi à retenir, que nous autres, on a appris avec les années, c'est qu'ils ont dit après ça, on a vérifié avec les mécaniciens et les opérateurs pour voir si nos modèles, si nos hypothèses étaient bonnes, puis ils ont confirmé. Bien, ça, c'est un indice pour dire qu'il y a un shortcut qu'on peut prendre. Si on évite la partie statistique, si on n'est pas dans la navette spatiale ou dans le nucléaire, on peut aller tout de suite aux opérateurs pour le gars de maintenance puis vérifier avec eux autres c'est quoi les défaillances actuellement puis c'est quoi les modes. Fait que quand on va parler, nous autres, quand je vais parler de RCM inverse, c'est à ça que je réfère. C'est parent, c'est la même chose, sauf qu'on saute l'étape statistique, on rentre tout de suite à aller voir c'est quoi les modes de défaillance. Ça ne ferait pas dans certains types d'industries, mais ça fait pour beaucoup de manufacturiers puis d'industries qui sont, je dirais, avec des équipements plus grossiers. OK? Encore là, on commence par déterminer c'est quoi la valeur. Ils en ont parlé, c'est la même chose. On détermine ce que ça vaut. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que ça va donner à l'autre bout. Donc, on commence avec un client. Ça, c'est un exemple d'un client réel. Il faisait du textile. C'est quoi la valeur des pertes que vous avez? Fait qu'on fait la liste d'équipements, on dit lesquels qui font le plus mal. Donc, là, c'est la cueillette de données. On fait le cas d'affaires, la valeur de ce que ça a. On fait une équipe multidisciplinaire encore là. Puis, avec l'opération, la maintenance, puis le technique. Puis là, faites attention, dans les deux cas de figure, ce que j'ai connu dans ma carrière et que je vois encore,
Souvent, vous allez avoir des techniciens ou des ingénieurs qui ont beaucoup d'expérience, mais qui sont habitués de travailler dans le bureau tout seuls. C'est eux autres l'expert, là. Ça, pour les gestionnaires, c'est plus difficile parce qu'il faut les habituer à travailler avec d'autres membres. Donc là, il faut que les gestionnaires disent, bien, écoute, c'est maintenant qu'on fait ça comme ça. Ça, on va appeler ça, mettons, la fondation. Après ça, simplement, on fait les mêmes étapes qu'on a été énumérées tout à l'heure, mais on va commencer par déterminer la criticité. On va dire maintenant, excusez. On va déterminer la criticité, on va déterminer après ça, c'est quoi le mode de défaillance, c'est quoi après ça, c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi la meilleure stratégie, etc. Donc, c'est comme une séquence. On prend une pièce d'équipement ou un sous-élément, on va faire ça systématiquement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici, la loi de Weibull? Regarde ce côté-là, il a l'air à savoir plus. Même pas. Luc, Herbert, je ne veux pas t'entendre, toi. Oui, c'est quoi la loi de Weibull? En vos mots. La loi de Weibull, elle décrit la durée de vie de l'équipement. La courbe de l'équipement. La courbe de l'équipement. Exactement. C'est ça. Elle va nous donner la courbe de l'équipement. OK? Il y a 3 facteurs. Ça, c'en est un des 3. Ça, c'est le bêta. Si le bêta est inférieur à 1, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle une mortalité infantile. OK? Dans le cas où ça brise tout de suite, on l'installe, ça va briser dans les premières minutes. C'est ça qu'on trouve. On trouve souvent les mortalités infantiles, comme exemple, dans les pièces électroniques. Ils vont briser tout de suite, sinon ils vont durer une bonne période. C'est pour ça que si vous regardez ça, les garanties sont faites pour ça. Ils savent que si ça ne brise pas tout de suite, ils vont vendre une garantie pour un certain temps, ils savent que ça ne brisera pas d'ici là. Fait que quand vous achetez un ordinateur quelque chose, là, ça peut servir juste dans les premières semaines, puis souvent vous êtes couvert au Québec avec la garantie d'1 an. Après ça, il y a en continu, ça c'est s'il est égal à 1. Puis s'il est supérieur à 1, c'est de l'usure à long terme. Par exemple, de l'usure sur un impulseur de pompe. Ça serait supérieur à 1. La notion d'usure ou de défaillance a évolué au travers des années. Au début du 20e siècle, on pensait toujours que c'était une notion d'usure qui allait en augmentant avec le temps. Après ça, on a eu une vision, je dis on parce que j'étais dans ces époques-là après ça, une vision de baignoire, donc un peu ce que je viens d'expliquer avant. Puis on s'est aperçu qu'il y avait d'autres courbes de défaillance possibles. Il y en a en fait 6 qui ont été définies, surtout par la marine américaine qui a fait beaucoup de travail là-dessus. Puis, quand on fait un calcul de Weibull, en fait, il calcule des facteurs pour nous donner ces courbes-là. Okay? Comme je disais tantôt, le bêta va donner la forme de la courbe, mais après ça, vous allez en avoir un qui va donner l'amplitude, okay? Puis il y a un autre dans le temps. Après ça, une fois qu'on a compris le mode de défaillance, la courbe de défaillance, là, on vient après ça à l'adaptation. Un exemple d'un client, on va souvent ça va faire un ménage, j'appelle, parce que quand on prend ce que le manufacturier a donné ou l'historique d'en avoir rajouté, ce que les gens, quand on a quelqu'un d'opération, c'est ça, c'est excitant ça, quelqu'un d'opération qui croit au préventif. Ça, là, c'est formidable, vous voulez ça. Mais quand il arrive un défaillant, il va vous dire, mets-moi un préventif. Là, il arrive un autre défaillant, mets-moi un préventif. Mets-moi un préventif. Ça s'accumule. Là, un jour, on fait souvent le ménage. Si vous en faites un en prenant une méthode de type RCM, là, vous allez optimiser forcément. Okay? En moyenne, c'est une grosse moyenne, on va réduire d'à peu près 30 % le nombre de préventifs. On fait un ménage. Puis on va en rajouter un 10 % à peu près. OK? C'est typique. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, mais je vous donne une moyenne en général. Mais c'est quand même souvent conséquent. Même quand le préventif, on le prend sur le manufacturier, on peut avoir des surprises parce qu'eux autres se couvrent. Ils vont vous donner des cas. Votre machine, elle peut aussi bien marcher au Bahreïn qu'elle peut marcher dans le nord québécois. Ils vont en mettre plus que moins. Fait que quand vous regardez vos conditions à vous autres, ça va encore là réduire. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné ici. C'est un exemple réel. OK? Après ça, on tombe dans le bâtissage. Quand on a fait toute la série d'équipements,
OK? Dans ce cas-là, c'était du textile. Toute la machinerie de filet pour faire les trames de tissu, ça a donné la charge complète de travail pour l'équipe d'entretien. C'est le tableau que vous voyez à gauche en bas. Puis, pour les principales, et après ça, on peut faire une gamme d'opérations, une gamme d'entretien avec comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on inspecte. Il est très important d'identifier, parce qu'on a compris le modèle défaillant, on veut qu'il ait vérifié quelque chose de bien particulier. Fait qu'on le dit à l'opérateur maintenant, va vérifier telle affaire, puis j'accepte qu'il soit à l'intérieur de telle marge, mais à partir de temps, je veux que tu remplaces. Puis, être humain étant ce qu'il est, ça fait super bien si on peut avoir quelques photos pour aider à être sûr qu'ils comprennent bien ce qu'on veut dire. Puis là, je suis en technologie standard. C'est sûr, quand on va rentrer avec des tablettes, etc., on peut développer plus encore. Mais le principe de base reste le même. Ça, c'est le cas de tantôt. L'exercice qui avait été fait par mon collègue qui est ici d'ailleurs, on voit les résultats qu'il avait obtenus. Ça permet de réduire, vous voyez, les pertes d'à peu près 35 %. C'est quand même conséquent. Non seulement il a optimisé la quantité de travail, mais en plus, il y a un impact direct sur la production. Rappelez-vous les premières courbes que je vous ai montrées des 10 usines, là, il y avait un impact sur la production. Quelques exemples réels de gains concrets. Je vous laisse les lire rapidement. Ça, c'est des exemples que j'ai pris spot là, pour fixer l'imagination. Donc, un impact réel sur la sécurité. On ne peut pas avoir de résultats d'excellence en sécurité, croyez-moi, comme opérateur ou personne qui a été dans les opérations une bonne partie de sa vie, sans avoir la fiabilité. Puis on ne peut pas avoir la production sans avoir la fiabilité. Les trois vont ensemble. Puis le mindset des gestionnaires va faire que vous allez avoir du succès dans les trois en même temps. Bon, je termine avec ça. On parlait tantôt Thomas Edison. J'adore cette citation de lui. Il a trouvé 999 façons qui ne marchent pas. Mais une qui a marché, elle marche encore. Une erreur. On donne le titre de fiabiliste. Ça, je trouve ça amusant quand je vois ça dans une organisation. Il appelle quelqu'un. Toi, à partir de maintenant, tu t'appelles fiabiliste. Bon. Fait que là, l'attente, c'est de dire, tu vas faire de la fiabilité. Ça marche tout de même? Non. Mais c'est drôle qu'ils le fassent pareil, par exemple, les gestionnaires. L'employé a déjà une tâche à temps plein, puis il continue à faire ce qui passe important. Il ne s'occupe pas de ça. Fait qu'on n'atteint pas du tout les objectifs. Il faut libérer, puis former, superviser, puis montrer comment faire. On assigne un technicien à l'amélioration de la fiabilité sans clarifier l'approche. Tantôt, on a vu des méthodes de RCM, des RCM inverses. Bien, ça se montre à quelqu'un, ça là. Sinon, si on lui laisse deviner, bien, ça va prendre du temps avant qu'il réinvente la roue. Puis là, on a... Excusez encore. C'est pour voir si vous êtes réveillés. Après ça, la troisième, l'expert technique résout des problèmes. Je l'ai mentionné rapidement tantôt. J'ai trouvé ça dans ma carrière depuis dans les années 70. Un super technicien, puis lui est habitué de régler les problèmes en étant dans son bureau. C'est lui l'expert, c'est le champion, puis il sort l'organisation des problèmes, puis on le valorise là-dedans. Sauf que vous n'aurez pas de meilleur résultat que vous avez eu jusqu'à date avec, parce qu'il va avec les limites de ce qu'il peut faire. Il ne profite pas de la capacité d'une équipe ou des méthodes. Et finalement, les dirigeants ne s'impliquent pas pour suivre l'avancement de la fiabilisation. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Non, pas Luc. Ça n'avance pas, hein? Ça n'avance pas vite. Les gens veulent bien, mais à quelque part, c'est comme d'essayer de nager à contre-courant, là. Il faut quelqu'un qui ait de la volonté, puis des fois, il y arrive, mais c'est pas mal difficile. Sur ce, à 15 secondes près, je suis dans mon temps, c'est pas pire. Il reste juste à prendre quelques questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, me dire, sûr que vous avez tout compris, vous n'avez rien compris. Je recommence. OK, question? C'est pas pire, vous n'êtes pas endormi? Ben, je suis déçu. Blague à part. Question? Oui. Ah, j'ai vu une main se lever, là. Ah, OK, il se grattait la tête. J'étais tout content, j'avais une question. Bon, je vous remercie beaucoup.
Bye.